Tov, Shalom Ouvracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on commence le livre de Bamidbar. Et, on va étudier aujourd'hui la paracha de Bamidbar. Cette paracha de Bamidbar est une paracha, on va dire, assez ennuyeuse. C'est des décomptes, d'accord? Telle tribu se trouve à telle place, telle tribu se trouve avec telle tribu, combien de personnes dans chaque tribu, beaucoup de listes, beaucoup de décomptes, et a priori, vraiment, une paracha tout à fait technique, banale. Il faut savoir que ici se trouve on va dire, une des bases les plus importantes de la Torah. D'accord, une des bases les plus importantes de la Torah, et que derrière ce côté banal, derrière ce côté ennuyeux, il y a là des grands principes du judaïsme. Bezrat Hashem. Alors, on va étudier quelques petits passages et regarder comment nos sages regardent ces passages. Et de là, on va voir à quel point nos sages, eux, ont vu dans chacun des détails quelque chose de très important et quelque chose qu'il est nécessaire de cogiter et de s'imprégner. Alors, le passouk duquel on va parler, c'est le passouk dans Bamidbar Perek Bet, passouk Bet, qui nous dit que Ish al diglo beotot yachanu bene Israël le bet avotam. Alors, vous savez que le campement d'Israël est séparé en drapeaux. Il y a 12 tribus, chaque tribu a son drapeau. A priori, on aurait pu croire qu'il s'agit vraiment de quelque chose de technique pour que chaque enfant puisse retrouver, d'accord, le petit Shimonien, il s'est égaré chez les Réouvéniens. Alors on lui dit, écoute, toi t'as comment ça s'appelle, t'as un t-shirt jaune, les jaunes c'est là-bas, nous ici chez les roses. Donc le drapeau, c'est la possibilité de délimiter chaque campement. Mais c'est pas comme ça, puisque vous savez que le drapeau, non seulement il avait une couleur spécifique, mais il avait aussi un dessin spécifique. Si c'est une question que technique de retrouver, il suffit la couleur. D'accord? Le dessin vient dire qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a un message qui a passé. Et maintenant, c'est pas que ça. Alors, le pasteur nous dit, les enfants d'Israël vont être séparés en 12 campements. Ces 12 campements vont avoir chacun son drapeau. Chaque drapeau a son dessin, et tous les drapeaux sont les bêtes avotam. Les bêtes avotam, à savoir dans l'ordre de leur père. La Midrash nous pose la chose suivante, nous pose la question suivante. Les bêtes avotam, lo haya tzarich lomar, el ha'ish adiglo beototechanu bnei Israël. A priori, de dire que en fonction de leur père, c'est quelque chose d'inutile. Pourquoi il y a marqué en fonction de leur père? Adaoudirtiv, c'est ce qui est marqué dans Iyov. Et ça, des fois, pour comprendre quelque chose qui est devant nous, quelque chose de profond, il va falloir se porter dans une perspective plus large. Et ça, je vais ouvrir ma perspective, ma vision des choses. Et c'est seulement à ce moment-là que je vais pouvoir reconnaître la justesse, la droiture du décret divin. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Job? Que des fois on ne comprend pas pourquoi, parce qu'on a une vision restreinte. Quand tu ouvres la perspective, quand tu élargis ta vision, tu comprends la volonté divine. Alors ce passage évidemment, ça veut nous dire quoi? Tout de suite, du jour on lève, on va dire tout de suite, on va dire stop, fais attention. C'est vrai que ces psukim, ils ont l'air techniques, mais pour les comprendre, il va falloir ouvrir ta perspective. Alors, de quoi il s'agit? Quand Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, donc, de séparer les enfants d'Israël en 12 drapeaux. Itril Moshe Metzer. Moshe a eu il a éprouvé une difficulté. Amar
En fait, ce qui va se passer maintenant, c'est la bagarre. Je vais dire à la tribu de Juda, je veux que tu sois à l'est. Il va dire non, moi je veux être au sud. J'aime beaucoup le soleil. Chacun va vouloir être juste là où il est l'autre. Puisque le grand principe est que le gazon du voisin, il est toujours plus vert. Ma'ani oseh. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Amar lo HaKadosh Baruch Hu Moshe, ma echpat lecha. Mais qu'est-ce que tu en as à faire? En tzrichim lecha. Ils n'ont pas besoin de toi. Mais atzman en makirim diratan. Chacun d'entre eux connaît sa place. Chacun d'entre eux, il a de Yaakov, d'accord, le Daïtiki, on va dire, Daïtiki, c'est le testament. Comment se placer? Eni mechadesh alehem. Kvar yesh lehem tarsis mi Yaakov avien, kmo sheta'anoto vekifu et mitato. Kach yakifu et hamishkan. Je viens pas faire des nouveautés. Je viens simplement continuer ce que Yaakov leur a ordonné au moment où il est mort. De quoi s'agit-il? D'Amar Rabbi Chama bar Hanina. Kevan sheba Yaakov Avinu lipater mina olam. Quand Yaakov Avinu a décédé, Karal Banav, il a appelé ses enfants. Dirtiv vayikra Yaakov el Banav uberechan vetzival darkei Elohim vikiblu aleim malchut shamayim. Mishigamar dvarav. Alors après qu'il leur a donné son dernier testament, conduisez-vous bien, etc. Quand vous allez porter mon tombeau, mon cercueil, d'accord, portez-moi avec décence. Le gars Adam Acher Mitati. Je veux que personne à part vous ne touche ma dépouille. Velo echad min hamitzrim, velo echad mi benechem. Ni les Égyptiens, ni même vos enfants, qui sont des enfants qui sont nés de femmes knaaniot. Alors ensuite, Vaïsuoto banav, et Artzivam, et là, Amar lahem beni Yehuda Issachar Zvulun, itanu mitati min mizrach. Alors en fait, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, Yehuda Issachar Zvulun, vous allez être à l'est, vous allez être à l'ouest, vous allez être au nord, vous allez être au sud. Et donc, en fait, les différentes les positions de chacun des Shvatim étaient déjà connues. Voilà, c'est ce que le Midrash nous raconte. Alors, je répète. Le Midrash nous dit la chose suivante. Pourquoi on parle de Beth Avotam? Pourquoi on parle de leur père? On parle maintenant de... Chacun il a sa place dans le campement israélien. Pourquoi on parle de leur père? Alors, le Midrash nous dit, parce que quand Moshe Rabbeinu il a eu l'ordre de séparer le campement en 12 drapeaux, il a dit maintenant ça va être la bagarre. Dieu lui a dit non, calme-toi. Ils ont l'habitude depuis Yaakov. C'est pourquoi qu'il est marqué les bêtes Avotam. Voilà. C'est ça les paroles du Midrash. Évidemment, tout de suite je vous pose la question, puisque vous êtes des Midrashiens éméritatus, donc vous allez me dire quelle est la question du Midrash. Il dit trop facile. Pourquoi avoir dit les bêtes avotam? C'est pas la vraie question du Midrash. Ça, c'est la question technique du Midrash, mais une question de base que le Midrash se pose. Pourquoi il est séparé depuis péché? Pourquoi il est séparé? À savoir, c'est quoi le problème? C'est qui la question? C'est qui nous pose la question principale du Midrash? Non. Moshe. On en a déjà parlé souvent, que quand le Midrash il a une question à poser, il la met dans la bouche de quelqu'un. Maintenant, ce quelqu'un, c'est souvent Moshe. Pourquoi c'est souvent Moshe, le quelqu'un qui pose la question? Parce que c'est le premier qui a reçu la Torah. Donc le premier qui a reçu la Torah, c'est lui qui a posé les questions. D'accord? Donc en fait, quand Moshe Rabbeinu il pose la question, c'est comme si... C'est qui est censé poser cette question? Ben nous, le lecteur. Le premier lecteur de la Torah, c'était Moshe.
Donc le premier lecteur de la Torah, qui est Moshe, il pose la question à Kadosh Baruch Hu. Et il lui dit la question. Quelle est la question alors? Pourquoi on doit se séparer en 12? A priori, On est bien tous ensemble. on est bien tous ensemble. En fait, il dit la chose suivante, mon cher Rabbeinu. Il dit, écoute, on en a, d'accord, on était en Égypte, on était en galoute, on était séparés en galoute, en 12 tribus, etc., etc. Mais ça y est maintenant, on va reconstruire notre pays. On va être un peuple uni. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on va parler de tribus, de 12 tribus? A priori, dès qu'on parle de tribus, on parle de quoi? On parle de séparation. On parle d'une possibilité de kin'a, sin'a et tacharut, à savoir la compétition, la haine, comment ça s'appelle, la jalousie. Hein? On va exacerber les différends. Et a priori, c'est pas du tout positif ni intelligent. Donc en fait, quand on lit la psukim qui nous parle de 12 tribus et que chacun a sa place, chacun a son drapeau, chacun a, on va dire même son hymne national, d'accord, etc. Et tu dis, mais c'est quoi ça? Ça, c'est le meilleur moyen de quoi? D'arriver à la, comme il dit Moshe Rabbeinu, à la machloket, à la bagarre, à la séparation des cœurs. C'est la question de Moshe Rabbeinu, une question, on va dire, on ne peut plus actuelle. Une question actuelle. Est-ce que quand on vit en Eretz Israël, on doit continuer avec le judaïsme marocain, le judaïsme tunisien, le judaïsme polonais, le judaïsme russe, le argentin, etc. Ou bien est-ce qu'on va dire, ça y est, on est dans un melting pot, d'accord? On est dans une forge, et on va forger tous en une nouvelle identité, à savoir l'Israélien. C'est la question de Moshe Rabbeinu. On était en Égypte, comment la Torah l'appelle l'Égypte? La forge, cour à Barzel, là où on forge le fer. A priori, comment on sort de la forge? Un bloc, uni. Qu'est-ce que la Torah vient nous dire? Non, tu les sépares en 12 drapeaux, etc. Moshe Rabbeinu, estomaqué, pose la question, mais pourquoi? Pourquoi? La question est claire. Ça, c'est la question du Midrash. Réponse du Midrash. Parce qu'ils sont déjà pas. Enfin, genre, même en Égypte, depuis le début. La réponse, c'est quoi? C'est quoi la réponse en un mot? Ils étaient jamais tous ensemble. D'accord, mais la réponse en hébreu. Les bêtes. Avotam. La réponse, c'est ce qui est marqué. Quand tu commences le passage que tu dis, il faut les séparer en 12 drapeaux, etc. Mais finalement, à la fin, il y a un petit mot qui a été ajouté. Et qu'on s'est posé la question, mais pourquoi il est marqué? Il y a marqué, c'est quoi le mot à la fin qui est marqué? Les bêtes avotam. Et le Midrash nous dit, c'est quoi sur les bêtes avotam? Le bêtes avotam, c'est ce principe, en fait, qu'il ne s'agit pas d'une séparation artificielle. Cette séparation en 12 tribus n'est pas une séparation artificielle. C'est pas comme je sépare le Golani du Givati. Et que automatiquement, ça va exacerber en effet, on est mieux, moi je suis plus que toi, je suis moins que toi, etc. Non. Il s'agit là d'une séparation tout à fait naturelle. D'où je sais qu'elle est naturelle. D'où je sais que c'est une partie de leur essence même. Tout simplement. Cette séparation, elle existe depuis qu'ils sont nés. Depuis qu'ils sont nés. Yaakov Avinu a dit, chacun sa place. J'ai 12 enfants, vous n'êtes pas tous les mêmes. Chacun son rôle, chacun son travail, chacun sa place. Et à partir du moment où Yaakov Avinu, le père de la nation, nous a dit que chacun son rôle, chacun son travail, chacun sa place, alors nous devons de respecter chacun son travail, chacun son rôle, chacun sa place. Et au contraire, ce n'est pas censé faire de
De dispute. Parce que justement, en effet, chacun connaît sa place. D'accord? Si je projette ces paroles du Midrash au jour d'aujourd'hui, on va dire que le fait que le judaïsme israélien est un judaïsme composite d'énormément de facettes de judaïsme, d'accord? C'est pas quelque chose qu'on doit censer et qu'on doit censer combattre. Au contraire, le fait qu'il y a cette richesse qui vient des différentes diasporotes, d'accord? C'est quelque chose, c'est une richesse. En fait, chacun exprime une facette de façon pleine. Et chacun exprime la facette qui lui correspond à son essence à lui. D'accord? On va dire que c'est clair, c'est assez clair, que la conduite du juif ashkénaze, qui est différente sur plusieurs points de la conduite du juif sfarad, c'est pas qu'une question technique. D'accord? C'est pas quelque chose d'artificiel. C'est parce que ça correspond à des âmes différentes. Il s'agit de jvatim différents. Il s'agit de tribus différentes. Chaque tribu a ses qualités de cœur. Et chaque tribu a, on va dire, ses qualités de cœur qui vont faire en sorte que son service divin est différent de celui de son ami. Et on ne va pas combattre ces différences. Au contraire, on va les accepter et on va leur permettre à chacune de s'exprimer en étant conscient que chacun a sa place. Il y a de la place pour tout le monde. Chacun doit connaître sa place. Par contre, regardez ce qui va se passer. Si on va combattre ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est là qu'il va y avoir la dispute. Parce que comment tu vas combattre ça? Tu vas dire, il faut tous faire comme ça. Et pourquoi comme ça et pas comme l'autre? Ça crée la dispute. Au contraire. Quelle est la meilleure manière? Comment je dois me comporter? Réponse, comme tes pères. Comme tes pères. Pourquoi tu te comportes comme ça? Comme ton père. Comme mon père. Et quand je me comporte comme mon père, automatiquement, je suis lié à l'ensemble du peuple juif, parce que tous nos pères sont les fils de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et le fait que j'exprime une facette spécifique, c'est tout simplement parce que de tout temps, il y a eu des facettes spécifiques dans le peuple juif. Donc on va dire que la question de Moshe, elle est très claire. Et la réponse, on va dire, en un mot, c'est il ne s'agit pas d'une séparation, d'une distinction artificielle. Il s'agit d'une distinction qui respecte les différences entre les différents êtres, entre les différentes qualités de cœur des différentes tribus. C'est clair? Très bien. Alors la question qu'on doit se poser évidemment maintenant, c'est quoi? Quelle question vous pouvez vous poser? Il y a différentes tribus, différentes qualités de cœur. Alors, quelles sont ces qualités? Quelles sont ces différentes? Est-ce que le fait que telle tribu soit à telle place, c'est quelque chose de fortuit ou c'est quelque chose de... On va dire, il y a une raison profonde à ça. Et alors, ce qu'on va voir, on va parler du Midrash. Et vous allez voir qu'en fait, le Midrash nous dit que tout est précis au millimètre. Tout est précis au millimètre près. D'accord? Alors, le Midrash nous dit la chose suivante. Pas le Midrash, la Torah nous dit la chose suivante. Et après, on va expliquer. D'accord? Je vais vous dessiner pour que tout soit clair. Nous avons ici le temple. D'accord? Quels sont les 4 points cardinaux? Je vous écoute. En bas, c'est... Qu'est-ce que je mets ici? Mizrach. Pourquoi en vrai c'était pas le sud? Maharav. Tu veux arranger la caméra? On voit pas? Bon, ça change rien. Mizrach et Maharav. Donc ça c'est l'est et l'ouest. Donc on va faire en haut comme ça pour vous aider. Est. Bon, là c'est... Là c'est nord. Là c'est sud. D'accord? Ce sont les 4 points cardinaux juifs. À savoir, dans la vision du judaïsme, tout est organisé en fonction de quoi?
du temple. Et le temple, il est direction dans quelle direction? Ouest, de l'est vers l'ouest, quand la Shrina, donc les chérubins là, tac, ils sont où? À l'ouest. D'accord. Ça c'est le campement. Très bien. Autour du campement, qu'est-ce qu'on a? Ici on a les Lévim. On a ici, qui c'est qu'on a ici? Moshe, Aaron. Moshe et Aaron. Ils sont à l'est. Ici, nous avons Merari. Ici, nous avons Gershon. Et ici, nous avons Kehat. C'est clair? Ça, c'est vers la fin de la paracha que c'est marqué. Au début de la paracha, c'est marqué quelles sont les tribus qui sont à tel endroit. Alors, je vous écoute. On va commencer par l'Est. L'Est, on a Yehuda. Ensuite, Issachar et Zébulon. Très bien. Ensuite, tu parles où maintenant? Sud. Le sud? C'est pas au l'ouest, l'ouest? Je te pose la question, je peux te dire. L'ouest, l'ouest, je pense. Non, je te trompe. À l'ouest, c'est Yosef et Binyamin. Ah, ils sont opposés, Yehuda et Yosef? Yosef et Binyamin sont à l'ouest. Je peux vous faire par cœur tout. Parce que tout est, chaque chose là, elle est réfléchie, extraordinaire. Yosef et Binyamin. Bon, au nord. Au nord, on a les tribus, elles se transmettaient par le père. Naphtali et Asher. Et au sud, on a Rouven, Gad et Ephraim. Non. Quel Ephraim? Non. Pas du tout. Il y a Rouven. Il y a Gad et il y a Shimon. Shimon. Vous vous rendez compte? Je vous rappelle tout par cœur. Je suis un génie, hein? Vous avez vu ou pas? Non, je vais expliquer. Je ne suis pas du tout un génie. Seulement, chaque place ici, elle a sa raison d'être. Extraordinaire. Maintenant, on va comprendre quelle est la raison d'être de chaque place. Alors, on va lire ensemble le Midrash. Le Midrash, je l'ai devant vous. Et le Midrash nous dit la chose suivante. Alors, on va commencer. Il y a 4 points cardinaux. Attends, on va se... Il y a 4 points cardinaux. Attends, je vais rester debout. Il y a 4 points cardinaux. On est d'accord? Ouest, Est, Nord, Sud. Quel est le sens des 4 points cardinaux? Vous avez une idée? Les anges qui sont autour de... Le sens de 4 points cardinaux. Alors, les 4 points cardinaux, ils ont des spécificités propres, chacun des 4 points. D'accord? Le nord, c'est quoi le nord? Le nord en hébreu, ça s'appelle comment? Tsafon. C'est quoi Tsafon? Tsafon, caché. Caché de quoi? Du soleil. Vous savez que le point cardinal le moins éclairé, c'est le nord. Donc le nord, Tsafon, c'est quoi sa qualité? Rocher. Le manque de lumière. On est d'accord? C'est clair. Bon. L'est, c'est quoi? Mizrach. C'est quoi Mizrach? Ça vient de quel mot Mizrach? Zricha. Ah, le lever. Le lever. Donc c'est quoi? Le lever du soleil. La lumière. On est d'accord? Or, la lumière. Ça c'est le Mizrach. Le Ma'arav, c'est l'ouest. Et rêve. C'est le coucher. Là, c'est le coucher du soleil, on est d'accord. Mais ce qu'il y a de spécial, on a dit que le nord, c'est plus fort encore. Ce qu'il y a de spécial, le Ma'arav, d'accord, c'est quand le froid, les grands froids, les grandes chaleurs, la neige, Des températures extrêmes, quoi. etc., ça vient de quoi? Roar. Les grands vents, ça vient de quoi? Ça vient de l'ouest.
D'accord? Ça vient de l'ouest. Et le sud, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Le sud, c'est les bonnes pluies. Les bonnes pluies, ça vient du sud. D'accord? Est-ce que vous croyez que c'est fortuit? C'est pas fortuit. Pourquoi telle tribu se trouve à tel endroit? C'est ça la grosse question. Et pourquoi telle tribu se trouve à tel endroit, juxtaposée à telle partie des Lévites? A priori, tout est très technique, on est d'accord? Tu es là. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors le Midrash nous dit la chose suivante. On va commencer? Très bien. Yehuda, pourquoi il se trouve à l'est? Alors regardez le Midrash. C'est là, dans le Midrash Hot Yud, la 5e ligne. Le dernier mot de la 5e ligne. Ve'achonim kedma mizracha degel machane Yehuda. Donc à l'est, c'est Yehuda. Ve'alav shevet Yisachar shu Baal Torah. Shenema ubnei Yisachar yodei bina la'itim. Vechen הוא אומר ואחרונים עליו מטה יששכר. ועליו זבולון שהוא בעל השירות. כלומר דכתיב זבולון ואחרונים עליו. וכן הוא אומר מטה זבולון. Maintenant, pourquoi ils sont là-bas, eux? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? On a dit c'est quoi l'Est? C'est la lumière. Qui c'est que se trouve dans le côté de la lumière? Le roi. Le roi. Celui qui étudie. Celui qui étudie. Et celui qui travaille. Celui qui travaille. Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique, ces trois tribus? Ils font quelque chose. Ces trois tribus, c'est des tribus de lumière. C'est quoi la lumière? La connaissance. La lumière de... C'est la connaissance. Keter Torah, Keter Malchut. C'est la connaissance. Mais c'est quoi en fait la lumière? C'est quoi le siècle des lumières? Ah, c'est de l'abondance. Le siècle des lumières. Vous n'entendez pas le siècle des lumières? C'est les idées. Les idées, c'est quoi en fait? C'est les intellectuels. Quoi. Les intellectuels, d'accord? C'est les intellectuels, mais c'est pas sans intellectuels. C'est les intellectuels qui vont permettre de quoi? D'innover. De faire avancer, de diriger la société. Donc en fait, il s'agit de qui? Il s'agit des intellectuels qui vont être à la tête du peuple. Ce sont qui les intellectuels qui sont à la tête du peuple? Yehuda, un intellectuel qui est à la tête du peuple. David Amelech, et il fait Télim, il fait la guerre. L'intellectuel qui est à la tête du peuple. C'est qui le deuxième intellectuel du peuple juif? Issachar. Et c'est qui l'acolyte de Issachar? Zvulun. Zvulun et Issachar, ils travaillent ensemble. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Les deux intellectuels du peuple, c'est qui? Yehuda et Issachar Zvulun, qui sont travaillés ensemble. Donc c'est quel côté? Où c'est qu'il se trouve? Le côté de la lumière. Le côté de la lumière. Et à côté de qui il se trouve? Moshe Aaron. Moshe Aaron. C'est qui Moshe Aaron? Le dirigeant. Les dirigeants. Vous avez compris? Donc, les dirigeants se trouvent à côté des dirigeants, dans le côté du côté de la lumière. Ceux qui sont censés tracer le chemin, ceux qui sont censés éclairer les chemins, C'est eux qui portent en fait. innover les idées, ce sont eux, ce sont les tribus, ce sont ces tribus-là. Yehuda et Issachar Zvulun. Ce sont des tribus, évidemment, qui ont ces qualités de cœur, qui vont leur permettre d'être à cette place. Donc, ils ont été mis à cette place, pas par hasard. Ils ont été mis à cette place parce que c'est la place qui leur convient. C'est la place qui leur convient. Alors, quel point vous voulez voir maintenant? Alors, on va voir le Maharab. D'accord? On va voir le Maharab. Alors, le Maharab, c'est quoi? C'est l'ouest. On a dit c'est le froid, le chaud, les vents. D'accord. De quoi il s'agit? Le froid, les chauds, les vents. C'est extrême. Extrême, mis à part que c'est extrême. J'aurais plutôt dit que c'est quoi? Négatif. C'est négatif. En fait, c'est quoi? Il s'agit de quoi? Les dégâts, on va dire, qui viennent de l'extérieur. D'accord? Les dégâts naturels qui viennent de l'extérieur. De quoi il s'agit donc? On va dire les dangers qui viennent de quoi? La nature. On parle de la nature. Qui viennent de l'extérieur. Quels sont les dangers qui viennent de l'extérieur?
Ah, parce que Binyamin, c'est. Attends, avant de le rendre, c'est quoi les dangers qui viennent de l'extérieur? De se taper un peu, etc. On va dire que les dangers qui viennent de l'extérieur, ce sont les influences, d'accord, extérieures. Par exemple, les influences des nations du monde, qui peuvent finalement être pour nous négatives. Alors, si je vous pose la question, quels sont les shvatim qui sont le plus aptes à, on va dire, à répondre aux nations du monde? Quels sont les shvatim qui ont cette force, on va dire, cette force diplomatique internationale? Yosef et Binyamin. Pourquoi Yosef et Binyamin? Binyamin, son drapeau, il est toutes les couleurs parce qu'il peut s'arranger avec tout le monde. D'accord. Donc c'est le. Mais avant ça, et on commence par Yosef. Parce que Yosef, il a connu d'autres influences. Yosef, Il c'est... s'est fait vendre. Oublie qui s'est fait vendre. C'est qui Yosef? C'est le roi d'Égypte. Le roi d'Égypte. Tu peux pas trouver quelqu'un avec une meilleure diplomatie internationale que Yosef. Maintenant, Yosef qui est un diplomate éméritus, mais il est aussi Yosef, comment on l'appelle? Le roi d'Égypte. Non, à part ça, Yosef Hatzadik. Ça veut dire que c'est le juif qui est capable d'être en contact très puissant, très fort avec l'extérieur, mais de garder son âme juive, sa conduite. Donc on va dire, c'est qui est capable de se poser au vent et au marais extérieur? C'est Yosef. Et pourquoi Binyamin? Pourquoi Binyamin? C'est son petit frère. Parce que c'est son petit frère. Il y a quelque chose d'autre encore dans Binyamin qui fait de Binyamin cette force. Parce que on dit que Binyamin n'a jamais fauté. Donc c'est-à-dire que Binyamin, il n'a jamais fauté, à part ça. C'est le plus pur. C'est le plus pur. Qu'est-ce qu'il a de spécial, Binyamin? C'est le dernier. C'est le dernier. Et à part ça, c'est le chouchou, d'accord. C'est le seul qui est né en Israël. C'est le seul qui est né. Tout le reste, ils sont nés en Chutz Laaretz. On va dire que le seul qui est né israélien, c'est Binyamin. Ça veut dire quoi être né israélien? Ça veut dire que tu n'es pas influencé. Celui qui est né en Chutz Laaretz, d'une manière ou d'une autre, il a une certaine influence. Celui qui est français, tu vas avoir des chaussures pointues que tu vois que chez les Français. Des chaussures longues comme ça, pointues. Bon, c'est pour ça que tu vois un Français à 5 km, tu le reconnais tout de suite, rien qu'avec la dégaine. Tu vois comment il se balade, comment il est habillé, c'est un Français. D'accord? Maintenant, pourquoi? C'est quoi en fait? C'est un exemple, on va dire, simple, mais l'idée en fait c'est de dire quoi? Celui qui est né en Chutz Laaretz, il est toujours d'une certaine manière ou d'une autre influencé. C'est qui est capable de dire mais non mais c'est pas nous ça? C'est qui va dire mais c'est pas nous ça? Celui qui est né ici. Mais celui qui est né ici. Alors Binyamin, il a la force justement de garder ce côté. Bon, on a des relations internationales mais On garde notre identité. on garde notre identité. Donc ceux qui sont capables, on va dire, de relations internationales, du contact avec l'extérieur, c'est qui? Yosef et Binyamin. Ils se trouvent où? À l'ouest, là où on a justement les intempéries qui viennent de l'extérieur. Et ils sont proches de quelle partie des Lévi'im? Gershon. Gershon. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, Gershon? Quel est le travail de Gershon? Pas de s'occuper des cahiers. Gershon ne s'occupe pas des Kélim, non. Gershon, il s'occupe de quoi? Des tentures. C'est quoi les tentures? C'est ce qui couvre. C'est ce qui couvre. Pas forcément ce qui couvre. Protège, couvre. Ce qui protège. Autre chose encore. Le plus important des tentures, c'est qu'est-ce qu'elles font? Cache. C'est quoi ça? Séparation. C'est quoi ça? La séparation. Le cloisonnement. Ça vous dit quelque chose? Isolation. L'isolation, mais pas forcément l'isolation. Non, c'est-à-dire qu'ils doivent être séparés des autres. Il faut savoir où c'est qu'il y a le rôle et où c'est qu'il y a le kodesh. Le fait que de mettre la séparation, ça permet de quoi? Ça permet de faire vivre en juxtaposition le profane et le kodesh. S'il n'y a pas de séparation, alors on ne peut pas vivre le profane de façon vraie parce qu'on a peur de déjà rentrer dans le kodesh. Et de l'autre côté, même le kodesh, on ne le vit pas parce que je suis dans le kodesh, je ne suis pas dans
Alors qu'il y a la séparation, elle permet de quoi? De De séparer, que les choses soient claires. Donc en fait, c'est quoi cette qualité de cœur, de la séparation? C'est la qualité qui est nécessaire pour qui? Ceux qui vont à l'extérieur. Pour celui qui va à l'extérieur. Celui qui doit être à l'extérieur, il doit savoir, on est des juifs, il s'agit des nations du monde, on est en contact mais on ne s'assimile pas. Il y a cette barrière, il y a cette séparation. Jusque-là, c'est nous, à partir de là, c'est eux. On se tend la main, nous sommes amis, nous sommes copains, mais on est capable justement de garder cette séparation qui nous permet de protéger de l'influence extérieure. Alors si je vous pose la question, Yosef et Binyamin, ils se trouvent à l'ouest, c'est fortuit? Non. Ils se trouvent à l'ouest parce qu'ils ont des qualités de cœur qui correspondent à la face ouest. Vous voyez, c'est magnifique. Comment les choses, elles sont Mais précises. j'ai une question. Oui. Là, on parle de tout mais ok, mais les parents pas près de tous leurs enfants. Tous les enfants de Yosef, tous les enfants de Dan, peu importe. Aussi, finalement, ils vont en Israël. Donc pourquoi ils auraient plus leur Les place? enfants, ce qui se passe en fait, c'est que les enfants de Yosef et les enfants de Binyamin, d'accord, on va dire qu'ils ont des gènes spéciaux. Ils ont des gènes. Ils sont portés plus à ceux que tu vois. Tu as des gens qui sont, on va dire qu'ils ont la diplomatie dans le sang. Tu vois, le bonhomme, il vient toujours là où il est copain de tout le monde. D'accord? Maintenant, tu as celui qui est copain de tout le monde et ça devient, comment dire en hébreu, une smartout, une serpillère. En fait, c'est le copain de tout le monde, mais en fait, il n'a aucune personnalité. Mais tu as le bonhomme qui est copain de tout le monde et qui ne perd pas sa personnalité. C'est exactement ça ce qu'il nous faut comme diplomate. C'est-à-dire que celui qui est capable d'être copain de tout le monde, mais en gardant sa personnalité propre. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. C'est qui a ces qualités de cœur? C'est Yosef et Binyamin. Donc Yosef et Binyamin, dans quelle facette on va les mettre? Dans ce côté, comment ça s'appelle, de l'ouest, qui est le côté qui est tourné vers les intempéries extérieures. Oui. Mais par contre, c'est ces deux tribus qui ont fait le plus de problèmes. Le chiffre, c'est Joseph, et le pays du Gage Magiva, c'est Binyamin. Alors, ce sont des tribus qui nous ont fait des problèmes, en effet, mais il faut réfléchir que ces problèmes sont aussi liés à leur qualité. C'est-à-dire que le schisme qui a été fait par Yosef, c'était, on va dire, sur ce côté aussi des qualités de Yosef. C'est-à-dire ce côté un peu universel de Yosef. On va dire, quand il s'est un peu, on va dire, il s'est abîmé, comment ça s'appelle? Ça a dérivé, d'accord? Alors, c'est devenu une sorte d'assimilation. C'est exactement ce qui s'est passé dans le schisme des 10 tribus du Nord. L'assimilation avec les goïms. Mais c'est pas pour rien que c'est arrivé chez Yosef. Parce que justement, Yosef, il a ce côté diplomatique. Seulement, justement, ce qui s'est passé, il a ce côté diplomatique, mais des fois, ça part à la dérive. D'accord? Et Binyamin? Même chose. Maintenant, Binyamin, non, Dafka. Binyamin, il était avec Yehuda. Non, mais les À ce niveau-là. c'est- Non, ça c'est autre chose. C'est pas dit. Top. On a expliqué l'Est, on a expliqué l'Ouest. Alors, lequel vous voulez maintenant? Non. Ah là, le Nord. Alors, le Nord, c'est quoi? C'est l'obscurité. C'est quoi l'obscurité? Quand on parle d'obscurité, on parle de quoi? Si la lumière, c'est la spiritualité. C'est des idiots. Alors non, l'obscurité c'est quoi? C'est pas des idiots. Ceux qui a priori sont en danger. Quel danger? Civilisation. Le danger, non. Le danger du noir. C'est quoi le noir? On voit pas. Le matérialisme. D'accord? Le danger matérialiste. D'accord? Si la lumière, c'est en fait les intellectuels, alors c'est quoi le manque de lumière? Matériel. C'est le matériel. Les gens qui ne sont pas intellectuels, les matérialistes. De qui il s'agit? Naphtali, Asher. Naphtali et Asher, ce sont les plus riches Vatim. Puisque Naphtali, c'est le côté de Tveria. C'est les plus belles, les plus beaux pâturages, les plus beaux vergers du pays, c'est à côté de Tveria. C'est Genosar, etc. La plus belle partie du pays, la partie la plus riche du pays,
c'est la contrée de Naphtali. L'autre partie la plus riche du pays, c'est qui? Asher. Asher, c'était le plus grand exportateur d'huile de l'ensemble de la Mésopotamie. Le plus grand exportateur d'huile d'olive, évidemment. Quand on parle d'huile, c'est l'huile d'olive. D'accord? Hein? Donc, c'est tout. Voilà. Donc, donc Naphtali et Asher, ce sont les gens. Ce sont les gens riches. Et Dan, c'est aussi des gens riches. C'est aussi des gens qui ont ce côté, on va dire, matériel. Ils ont ce côté, ils ont ce côté matériel. Et on va le voir chez qui. Donnez-moi l'exemple. C'est qui la personnalité frappante qu'on va trouver chez Dan? Celui qui a les cheveux Shimshon. C'est qui Shimshon? Le gros baraquet. Le côté matériel. Il va défendre le peuple juif, mais où c'est que vraiment ça va dériver chez lui aussi? Le côté spirituel. D'accord? Il y a un côté spirituel qui ne va pas être, on va dire, assez raffiné. Alors, ce sont des tribus très importantes, parce qu'on ne peut pas avoir un pays sans argent, sans matérialité, sans le commando. On a besoin d'un commando. C'est qui le commando truc? C'est Dan. C'est qui? Vous vous rendez compte? Shimshon, c'est le premier Mossadnik. C'est le Mossad. Tu l'envoies en terre Pélishtim, il fait là-bas, il détruit tout, il fait le travail. D'accord? Il faut être courageux, être baraqué et avoir peur de rien. Bon, c'est le côté. C'est le côté Dan. C'est le côté matériel. Bon, mais ce côté, il se trouve où? Au nord. Qui c'est qui est en face de ce côté? Merari. Qu'est-ce qu'il y a de spécial Merari? Qu'est-ce qu'il fait Merari? Quel est son travail? Merari, c'est lui qui porte l'enceinte du temple. Les poutres. Le côté matériel. Toutes les poutres, c'est Merari qui les porte. C'est très lourd. Il faut être costaud et baraqué. D'accord? Donc, le côté matériel, le côté infrastructure, etc., c'est qui? C'est Merari chez les Lévis, et c'est Dan, Naphtali et Asher chez le peuple, c'est les enfants d'Israël. Les deux se trouvent sur la face nord, qui est la face la moins éclairée, la face la plus matérielle. C'est aussi pour leur dire, faites attention. D'accord? Vous avez des qualités extraordinaires, mais il va falloir faire attention de travailler avec qui? Avec Moshe et Aaron, avec le côté est. Et il nous reste maintenant le sud. Alors, qui c'est que se trouve au sud? Quand on dit le sud, c'est quoi? Les bonnes pluies. C'est quoi ces bonnes pluies? C'est quoi la pluie? C'est la récolte. Non, la pluie, c'est pas la récolte. Vous avez raison que la pluie, c'est la récolte. Mais quel est le sens de la pluie? Pourquoi? Par exemple, la Gemara nous dit que le jour de la pluie, c'est un jour extraordinaire. Comme le monde de la Torah, comme le don de la Torah, comme la création du monde. La pluie, extraordinaire. On aime beaucoup la pluie chez les Juifs. Pourquoi on aime la pluie chez les Juifs? Ça ramène la moisson. Ouais, ça permet d'arroser la terre. Ça permet d'arroser la terre. C'est bien aussi, mais c'est pas grave. Ça permet d'arroser la terre, c'est pas la fête. Parce que l'eau, c'est la Torah, et ça fait L'eau, c'est la Torah. Non. Qu'est-ce qu'il y a de spécial de la pluie? Elle vient d'où vers où? Du ciel vers la terre. Alors, qu'est-ce qu'elle symbolise, la pluie? Tout ce que Hachem nous donne. Tout ce que Hachem nous donne. En fait, ça symbolise quoi? Le lien qui est entre le ciel et la terre. Si tu veux, on va dire quelque chose qui va t'exprimer de façon concrète. Qu'il y a un lien entre le ciel et la terre, c'est quoi? C'est la pluie. Maintenant, la pluie, elle vient, la Midrash me dit, grâce à Réhouven. Et pourquoi la pluie, elle vient grâce à Réhouven? Parce que Réhouven, c'est le Baal Teshuvah. Réhouven, c'est celui qui fait Teshuvah. Et alors, quel rapport avec la pluie? S'il fait Teshuvah, il est plus apte à... Celui qui fait Teshuvah, qu'est-ce qu'il fait? Il va du bas vers le haut. Qu'est-ce qu'il cherche? C'est quoi le Teshuvah? Recréer le lien qui a été cassé. Donc celui qui cherche le lien, c'est Réhouven. Qu'est-ce qu'il a en échange? Le lien.
D'accord? Maintenant, ce fait de chercher le lien, c'est quoi en fait? Chercher le lien. Maintenant, il a cherché le lien sur quoi, Rouven? Sur quoi il a fait tchouva? Vous vous rappelez? Sur le lit de son père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, on va dire, du balagan. Dans quoi? Dans la famille. Puisque finalement, il est rentré dans les comptes de son père et il a fait la zizanie. Et il fait tchouva. C'est quoi faire tchouva de Rouven? À partir de maintenant, je m'occupe de la famille. Et quand c'est qu'il va faire tchouva Rouven? Vous vous rappelez quand c'est que le stade dit qu'il a fait tchouva Rouven? Quand il va essayer de sauver Yosef. À savoir, qu'est-ce qu'il comprend? On ne casse pas les liens de famille. Ce lien-là, qui est le lien de famille, on ne le casse pas. C'est Rouven, ça. Donc ce lien, la famille, c'est qui? C'est Rouven. Avec qui il travaille Rouven? Avec Gad. Quelle est la force de Gad? Et Rouven et Gad, qu'est-ce qu'ils ont spécifique les deux? Gad, c'est quoi Gad? Ça vient de quel mot Gad? Gad, ça vient du mot Gdoud. C'est quoi Gdoud? Un bataillon. C'est quoi un bataillon? Une unité. C'est une unité. C'est quoi une unité? Une unité. C'est uni. Donc la force de Gad, c'est quoi? C'est l'unité. Où c'est qu'on va trouver Reuven et Gad dans l'histoire du peuple juif? Ce sont les deux tribus qui sont partis de l'autre côté. Alors vous allez me dire, maintenant, c'est pas la famille, au contraire. Vous savez que Reuven et Gad, quand ils sont mis de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un hôtel, ils ont fait un misbéach. Les enfants se sont dit, hey, vous faites un Vodazara. Ils disent, non, c'est pas du tout un Vodazara. C'est pour vous rappeler à nous tous que nous sommes un seul peuple. Donc Reuven et Gad, c'est quoi? C'est le côté famille, unité, on va dire l'unité nationale. Avec qui il travaille? Avec Shimon. Qu'est-ce qu'il a de Shimon? Qu'est-ce qu'il y a de spécial Shimon? C'est la famille Shimon. Où c'est qu'on voit que Shimon c'est la famille? Ah, il a vengé sa sœur. Il a vengé sa sœur. Bon, c'est quoi le problème de Shimon? C'est qu'il est famille, mais des fois il a peut-être brûlé. Il a peut-être brûlé. Alors nos sages, ils nous disent que Shimon, il a été mis avec Reuven et Gad pour Kapara. Pour le calmer. C'est-à-dire que Shimon, il a ce côté familial, mais des fois, il est trop famille. C'est bien la famille, mais il faut aussi savoir se calmer. Donc Shimon, mais de côté familial, il est avec Gad et Reuven. Ces trois personnes, ce sont le côté l'unité du peuple juif, d'accord? On va dire c'est le côté léomi, c'est le côté vraiment patriote, le côté patriote, d'accord? Patriote du peuple juif. Il se trouve où? Donc on a dit là où il y a le lien, la pluie qui est le lien. Et avec qui il se trouve? Kéhat. C'est quoi Kéhat? Qu'est-ce qu'il porte Kéhat? Les ustensiles. Donc il porte qu'est-ce qu'il y a? Ce qui est où? À l'intérieur. D'accord? Merari, c'est l'extérieur. Gershon, c'est des... Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est les ustensiles. C'est les ustensiles. Donc Kéhat, c'est ceux qui sont à l'intérieur. Reuven, Gad et Shimon, c'est ceux qui sont justement ce côté unité, donc le côté intérieur. Et ceux qui, en fait, c'est ceux qui établissent les liens. On est d'accord? Résumons ça en 4 mots. 4 mots. Tout est prédestiné. Alors, de qui, c'est quoi ce côté-là? C'est le côté Ben-Léomi, international. Les forces internationales. International. Ça, c'est quel côté? Familial. National. C'est quel côté ça? Matériel. Matériel. Et là? Spirituel. Spirituel. Qu'est-ce qui se passe en fait? Intellectuel, c'est spirituel, intellectuel. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il faut de tout pour faire un monde. Si tu veux faire un peuple fort, dans un peuple fort, il faut qu'il y ait des forces qui sont capables de travailler le côté matériel, des forces qui sont des forces intellectuelles, des gens qui sont capables d'être tournés vers l'extérieur et des gens qui sont capables de faire l'unité nationale. Chacun sa place. Chacun son rôle. Et qu'est-ce qu'on voit en fait d'extraordinaire? Quand la Torah nous dit que tu mets celui-là tu le mets à telle place, celui-là tu le mets à telle place, à côté de celui-là, etc., tu aurais pu croire que c'est simplement, bon, il faut bien organiser. Mais s'il faut bien organiser, c'est pas besoin que ça nous soit dans la Torah. Si c'est noté dans la Torah, c'est parce que là, chaque détail
D'accord? Il a son importance. Et comme ce qu'on a vu justement dans le midrash d'avant, il ne s'agit pas d'une séparation artificielle. Il s'agit là véritablement de la nature propre à chacun des Shvatim. Et si celui-là il se trouve à tel point cardinal, c'est parce que ça correspond à sa nature, à ses qualités de cœur. Ça correspond à son histoire. Ça correspond à qu'est-ce qu'il va être et d'où il vient. Ça vient de les bêtes Avotam. Ce sont les qualités de corps qu'il a reçues de ses pères. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, chacun prend sa place dans le campement. Et quand chacun prend sa place dans le campement, tout le campement fait une seule unité, mais où chacun va exprimer ses propres qualités. D'accord? Et de là, en fait, on voit véritablement qu'en le peuple juif, on n'essaie pas du tout de faire l'amalgame, le melting pot, donc de faire de tout forger en un seul tout. Non, on respecte les qualités différentes de chacun, on les apprécie, on demande qu'une seule chose, que tout soit organisé. Pas besoin uni et comme organisé. Si chacun a son rôle et chacun a sa place, et que tu mets tes forces, on va dire, au profit du reste, alors automatiquement, on va se rendre compte de la force extraordinaire. Vous comprenez? Quand je mets en tant comme politique, quelqu'un qui est fait pour ça, et que je mets pour travailler côté matériel, quelqu'un qui est fait pour ça, qu'est-ce qui se passe? Tout le peuple, il en profite. D'où je vais savoir qui c'est apte à quoi? Les bêtes. À votre âme. Chacun il a reçu un certain patrimoine de ses pères, chacun une qualité de cœur de ses pères, et la Torah les respecte. La Torah ne nous dit pas d'effacer les différences, la Torah nous dit respecte les différences et comprend que ces différences-là, c'est finalement la force du peuple, la force du peuple juif. Et si on projette ça au jour d'aujourd'hui, la même chose. Chacune des diasporotes est venue avec ses qualités de cœur. On n'a pas besoin d'essayer d'effacer. Il faut savoir que chacun puisse mettre ses qualités propres, d'accord, au profit de la collectivité. Et c'est là que le peuple juif, finalement, il devient un peuple prospère et Bezrat Hashem, son cœur, son centre de vie, c'est la Torah et les mitzvot. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.